Alors, il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Géroux. Dominique, elle est professeure adjointe au département de réadaptation de l'Université Laval. Elle est chercheure régulière au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec et au CHU de Québec et associée au CERSPUR et à l'Institut. Alors, on sait que depuis hier, on a eu notre nomination de la C3S à l'Île-Capitale comme Institut de recherche de première ligne en santé et services sociaux. Alors, on y regarde tout ça aujourd'hui avec Mme Géroux. Alors, Mme Géroux, pour Madame, Dominique va nous entretenir sur un outil informatisé pour guider l'évaluation interdisciplinaire d'aptitude d'une personne âgée à prendre soin de sa personne et à gérer ses biens. Et bien, en tant que personne très impliquée dans le transfert de connaissances, cette conférence-là, somme toute, c'est une belle illustration d'une démarche de transfert de connaissances. On demande des fois comment ça fonctionne. Alors, c'est une belle illustration d'une démarche pour mettre en valeur les connaissances scientifiques au profit des cliniciens, des intervenants et de la clientèle. Alors, bienvenue. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui sont à distance aussi. Je suis contente d'être ici pour vous présenter l'outil sur lequel je travaille depuis maintenant beaucoup d'années. J'ai commencé à travailler là-dessus en 2007. Comme disait Mme Lafont, en fait, c'est aussi une occasion de faire du transfert de connaissances. J'en arrive à cette étape-là avec l'outil sur lequel j'ai travaillé. Alors, je vais vous présenter en partie l'outil comme tel, mais c'est sûr pas en détail parce qu'on n'aura pas le temps pour ça, mais aussi comment j'ai procédé pour l'élaboration de cet outil-là. Alors, bon, là on sait qu'il y a un vieillissement de la population, on sait qu'il y a beaucoup de personnes atteintes de démence et c'est un contexte où on voit que les cliniciens sont de plus en plus appelés à se prononcer sur l'évaluation d'inaptitude. Je contribue à plusieurs formations d'ailleurs sur l'évaluation d'inaptitude par les cliniciens et je constate que c'est de plus en plus complexe les situations pour lesquelles vous avez à vous prononcer, mais aussi le contexte clinique dans lequel vous vous trouvez pour faire cette évaluation-là. Donc, l'idée, c'est de vous proposer un outil qui va permettre d'optimiser votre pratique professionnelle, mais aussi de bien documenter tout ce qui est pertinent lorsqu'on a à se prononcer sur l'inaptitude d'une personne. Lorsqu'on parle d'inaptitude égale, on parle de l'altération des facultés mentales d'une personne qui la rend incapable d'exprimer, de prendre des décisions, incapable de répondre à ses besoins. Il y a une notion de vulnérabilité aussi qui doit être documentée en lien avec ça. Et en fait, c'est beaucoup ce qui est documenté par la travailleuse sociale, entre autres, lorsqu'elle doit compléter le rapport d'évaluation psychosociale. Donc, outre le fait de procéder à une évaluation des habiletés fonctionnelles d'une personne en perte d'autonomie, il y a aussi beaucoup la notion de vulnérabilité, de risque associé à sa situation, parce qu'on peut avoir deux personnes avec un profil fonctionnel complètement similaire, mais le contexte dans lequel ils se retrouvent et d'autres facteurs comme son autocritique, par exemple, vont venir grandement influencer le besoin de protection de ces personnes-là. Et ce n'est pas souhaitable qu'on ouvre des régimes de protection pour toutes les personnes qui sont en perte d'autonomie. Alors, on doit vraiment cibler celles pour lesquelles c'est vraiment une nécessité. Donc, l'outil pour lequel que je vous présente aujourd'hui se concentre sur deux domaines qui sont les deux domaines identifiés dans le Code civil du Québec, soit l'inaptitude à prendre soin de soi et l'inaptitude à administrer ses biens. Le consentement aux soins, c'est un tout autre domaine et l'outil ne se prononce pas en lien avec le consentement aux soins, sauf peut-être les situations où on doit se prononcer sur le besoin d'hébergement pour une personne qui est en grande perte d'autonomie, pour laquelle le processus décisionnel est pas mal le même. Donc, dans ces contextes-là, l'outil pourrait être utilisé, mais il est vraiment fait dans un contexte d'ouverture de régime. Je vous tourne le dos de ce côté-là, j'aime pas ça. Peut-être que si je l'ai, ça serait mieux. Oui, peut-être. Lorsqu'on parle de l'inaptitude à prendre soin de soi, bien, on parle de prendre des décisions relatives à ses besoins essentiels. Donc, la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'habillement, la sécurité personnelle et le choix d'un milieu de vie. Tantôt, je vous ai dit que le consentement aux soins, lorsqu'on parle d'orienter quelqu'un en hébergement, c'est le consentement aux soins. Par contre, lorsqu'on parle de choisir notre milieu de vie, d'aller dans un milieu plutôt qu'un autre, d'aller dans une maison plutôt qu'un autre, ça, c'est relatif à prendre soin de soi.
Ensuite, la gestion financière, c'est tout ce qui est relatif à la gestion de nos biens, de ses dépenses, des valeurs immobilières, etc. Il y a différentes mesures de protection légale. Donc, quand on doit évaluer l'inaptitude d'une personne, on doit envisager les différentes options possibles parce que ça va orienter notre évaluation, de savoir quelles sont les différentes options. Donc, il y a des mesures d'assistance qui existent. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire de se rendre à l'ouverture de régime de protection. Donc, par exemple, on pense au mandat domestique qui peut être considéré en présence des personnes mariées. La procuration bancaire, le conseiller au majeur. Donc, c'est tous des mesures qui sont possibles lorsqu'on est en présence d'une personne qui a une perte d'autonomie et qu'on considère que ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'ouverture de régime de protection. Donc, ces mesures d'assistance-là peuvent être possibles. Les différentes mesures de protection sont la mesure de tutelle, de curatelle et de mandat. Je n'entrerai pas en détail là-dedans parce que ce n'est pas l'objet de la présentation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, les juristes tentent d'identifier des mesures qui vont être les plus souples possibles, les moins contraignantes possibles. Ils essaient d'aller de plus en plus vers des mesures partielles. Même le mandat de protection devient de plus en plus souple. Et l'idée derrière ça, c'est d'essayer d'éviter de trop restreindre la personne dans ses droits. Donc, ça a une grande influence sur nous, les professionnels de la santé, parce que ce sont nous qui documentons les habiletés fonctionnelles résiduelles de la personne. Donc, mieux on documente cet aspect-là, mieux on documente les domaines spécifiques où la personne a besoin d'être protégée, plus facile ça va être d'avoir des mesures partielles, des mesures plus souples. Les conséquences d'une déclaration d'inaptitude sont quand même majeures. Donc, la personne perd l'exercice de ses droits civils, elle ne perd pas ses droits comme tels, mais c'est une autre personne qui va les exercer à sa place à partir de ce moment-là. Donc, on parle de droit de signer un bail, de contracter, de se marier, de voter. Quoique de voter, c'est un petit peu l'exception. Mais bon, d'engager une personne, de signer des contrats, ce sont tous des droits civils qu'elle ne pourra plus exercer elle-même. Et les pertes de certaines libertés, par exemple, le choix de milieu de vie, ça va être le représentant légal qui va pouvoir choisir le milieu de vie pour la personne à partir du moment où elle est sous régime de protection. Actuellement, 2 professionnels de la santé sont identifiés sur le plan légal par le Code des professions pour compléter les documents qui sont nécessaires dans le cas d'une ouverture de régime de protection. Donc, le médecin qui complète le rapport médical et le travailleur social qui complète le rapport d'évaluation psychosociale. Il faut savoir que ça nécessite un diagnostic médical pour pouvoir faire une demande d'ouverture de régime. Et comme je vous disais tantôt, le besoin de protection doit être très clairement démontré pour que le juriste puisse déterminer le type de protection nécessaire puis puisse recommander l'ouverture de régime. Par contre, ce qu'on doit évaluer, sur quoi la décision doit reposer, ça, c'est pas décrit dans le Code civil. Bon, il y a ce qui doit être complété dans le rapport d'évaluation psychosociale. Comment on procède à la collecte de données, ça, c'est pas quelque chose qui est écrit. Quand j'ai commencé mon travail sur l'évaluation d'inaptitude, je suis allée documenter les pratiques professionnelles et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même une grande variabilité de temps accordé, d'outils utilisés, de contexte dans lequel c'est fait. Est-ce que c'était fait chez la personne? Est-ce que c'était fait dans un milieu non familier? Donc, tout ça, ça variait grandement. En sachant que ça a un impact important sur la personne, c'est quelque chose qui me préoccupait beaucoup. Et j'entendais cette préoccupation-là aussi chez les professionnels de la santé qui étaient mal à l'aise souvent en disant « on ne sait pas trop quoi évaluer, comment le faire, etc. » J'ai obtenu des fonds de la Société Alzheimer, de l'Université Laval et de FONSAV pour l'élaboration de cet outil-là qui s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, j'ai fait une recension des écrits, comme je vous ai dit. J'ai recensé en fait les modèles qui étaient disponibles, ce qui était utilisé comme outil, les procédures qui étaient effectuées par les personnes. Ensuite, j'ai pris toutes ces données-là, j'ai élaboré un modèle qui était plus appliqué à la réalité ici au Québec, à ce qu'on a besoin de faire comme démarche. J'ai aussi élaboré un outil en documentant toutes les variables qui devraient se retrouver dans cet outil-là. L'outil est basé sur le modèle et j'ai pesé sur Python. La dernière étape que j'ai terminée, on est en train de faire les dernières analyses, était la validation de l'outil. Donc, je vais vous parler de cette étape-là d'élaboration, donc tout le travail qui a été fait dans les dernières années, en commençant par la recension.
En fait, ce que j'ai fait pour aller voir ce qui se faisait, j'ai commencé par aller voir dans les écrits scientifiques s'il existait quelque chose, qu'est-ce qui était proposé par les différents auteurs sur l'évaluation d'inaptitude. Je suis aussi allée voir les différentes formations continues parce qu'il y a quand même plusieurs formations qui sont offertes aux professionnels. Il y en a spécifiques aux ergothérapeutes, aux travailleurs sociaux. Il y en avait spécifiques aussi à différentes professions. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qui était proposé dans ces formations-là, quels étaient les outils qui étaient proposés. Puis j'ai fait des focus group. Et les focus group, je me suis assurée toujours de réunir tous les différents professionnels pour avoir les points de vue de tous ceux qui étaient impliqués dans l'évaluation de l'inaptitude, parce que bien qu'on sache que 2 professionnels sont ciblés par le Code civil pour évaluer le côté médical et psychosocial, on sait que souvent ce sont plus les équipes qui doivent se prononcer sur le besoin de protection d'une personne. C'est souvent le travail qui est fait en équipe et c'est ce qui est souhaité et prôné beaucoup dans les écrits scientifiques aussi, que ce soit un travail qui soit fait en équipe interdisciplinaire, puis avec l'arrivée de la loi 21 aussi, qui a ciblé des actes réservés comme l'évaluation neuropsychologique qui est réservée aux neuropsychologues et l'évaluation fonctionnelle d'une personne qui a des atteintes cognitives aux ergothérapeutes. Bien, c'est sûr que ça vient renforcer le besoin de travailler en équipe si on veut documenter tout ce qui doit être documenté dans les documents. Donc, les résultats de cette étape-là, c'était qu'il y avait une grande divergence entre les outils proposés dans les formations, les outils utilisés par les professionnels de la santé et ce qui était identifié dans les écrits scientifiques. Souvent, la problématique, c'est que ce ne sont pas des outils qui étaient destinés à être utilisés au Québec, c'était pour la plupart des outils en anglais. Donc ça, c'est une barrière aussi pour les professionnels ici qui ne pouvaient pas utiliser ces outils-là. Il y a un peu d'outils standardisés qui étaient disponibles, donc ici, pour procéder à l'évaluation d'inaptitude. Et ce qui était rapporté beaucoup par les professionnels de la santé et des services sociaux, c'était que c'était difficile de déterminer si le besoin de protection est justifié et de prendre la décision en présence de situations qui sont de plus en plus complexes. Ce qui ressortait aussi, c'était une méconnaissance du processus légal qui était rapporté dans les écrits scientifiques par l'ensemble des professionnels, incluant les travailleurs sociaux. Ça m'a étonnée parce que j'avais l'impression que les travailleurs sociaux étaient mieux informés. Effectivement, ils sont plus, mais il demeure quand même une méconnaissance là, qui est rapportée sur toutes les procédures légales qui suivent. Donc, ensuite, j'ai procédé à l'étape de la modélisation et de l'élaboration. J'ai commencé par élaborer un modèle décisionnel. Il existe le modèle de Grisseau, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissent, qui est le modèle qui est présent dans les écrits scientifiques, qui est destiné à guider l'évaluation d'inaptitude dans un contexte légal. Je suis partie de ce modèle-là. Il était peu utilisé parce que peu détaillé sur les variables qui étaient sous-jacentes à chacune des étapes. Il manquait aussi la portion éthique. Donc, voyons, je fais ces pitons sans vouloir. Donc, je suis partie du modèle de Grisseau, mais je l'ai adapté à partir de mes focus group pour le Québec. Je suis aussi allée chercher ce qui ressortait des formations, ce qui ressortait des focus group pour adapter mon modèle au Québec. Donc, ça, c'est le modèle de Grisseau qui décrit 4 composantes à évaluer lorsqu'on évalue l'inaptitude. Donc, la composante causale, qui sont les causes de l'inaptitude, les explications possibles des difficultés de la personne. La composante fonctionnelle, qui sont les habiletés fonctionnelles de la personne, qui est une étape spécifique à l'évaluation d'inaptitude. La composante systémique, qui est l'interaction de la personne avec son environnement. Donc, c'est un peu, est-ce que les habiletés fonctionnelles de la personne concordent avec les exigences environnementales de cette personne-là? Pourquoi on dirait qu'il bouge tout seul? Et la composante décisionnelle, qui est la prise de décision sur le besoin de protection légale de la personne. Donc, je suis partie de ce modèle-là. Et j'en ai fait un modèle beaucoup plus plein de flèches, en fait, qui décrit deux phases. La phase de l'évaluation clinique de l'inaptitude, dont je vais vous parler plus en détail. Là, je suis sûre que vous ne lisez pas ce qui est dans les petits carrés, là, mais on va faire le tour ensemble de ces 5 étapes-là. L'étape entre les deux, c'est la rédaction du rapport médical et du rapport d'évaluation psychosociale, parce que ce sont les documents qui vont être envoyés aux juristes pour déterminer le besoin de protection d'une personne. Et j'ai ajouté la phase légale au Québec. Parce que ce qui ressortait, c'est que cette étape-là était méconnue, donc je l'ai ajoutée pour clarifier cette démarche-là. Mais on va faire le tour plus spécifiquement de la portion clinique, donc les 5 premières étapes dont je vous parlais.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une étape d'analyse de la situation, j'ai ajouté une portion éthique à la prise de décision, et j'ai voulu rendre le modèle beaucoup plus dynamique parce qu'une évaluation d'inaptitude, c'est pas linéaire. On fait des interventions tout au long de l'évaluation pour essayer de diminuer les risques. Et ces interventions-là ont un effet sur le besoin de protection. Donc, on doit retourner documenter à plusieurs étapes le besoin de protection d'une personne. C'est nécessaire dans un contexte où le besoin de protection, on a tout fait pour ne pas se rendre là. Quand on se rend à cette étape-là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre option possible. Donc, on va faire le tour des 5 étapes qui sont incluses dans l'outil. Donc, ça, c'est le modèle. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été documenter toutes les variables qui devraient se retrouver à chacune des étapes du modèle, qui doivent être évaluées. On ne doit pas toujours tout évaluer, mais en tout cas, elles sont tous décrites. Donc, si on a besoin de les documenter, elles sont présentes dans l'outil. Donc, pour en faire un outil le plus complet possible pour les professionnels de la santé. C'est un outil qui est pour tous les professionnels. Je n'ai pas été déterminé qui doit faire quoi, je n'ai pas été déterminé à qui se destine cet outil-là, sachant que ce sont le médecin et le travailleur social qui doivent documenter les documents. C'est certain que ce sont des personnes importantes, mais voyant, entre autres, par exemple, l'étape d'évaluation fonctionnelle, qui est un acte qui est réservé aux ergothérapeutes, bien, on entend que d'autres professionnels sont très présents dans la prise de décision. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été documenter toutes les variables qui étaient ressorties lors de ma première collecte de données, dans les écrits scientifiques, dans les focus group, dans les formations aussi. J'ai analysé toutes ces variables-là, je les ai catégorisées dans les différentes étapes du modèle. J'ai éliminé les redondances, donc j'ai essayé d'en faire un outil le plus complet possible. L'étape des causes de l'évaluation d'inaptitude, donc la première étape, qui est beaucoup les éléments qui sont documentés dans le rapport d'évaluation médicale par le médecin. Donc, on retrouve là-dedans la condition médicale, le diagnostic, le pronostic, les conditions associées. Différentes considérations aussi qui peuvent amener des besoins de soins particuliers qui vont avoir un impact sur le risque. Et toute autre considération importante, par exemple les troubles de comportement, l'errance. On sait que les troubles de comportement sont souvent une problématique qui vont amener, par exemple, une orientation en hébergement. Donc, ça doit être documenté, ces éléments-là. L'histoire de santé de la personne, qu'est-ce qu'il connaît de son état de santé, sa médication, le fonctionnement cognitif. Donc, il peut arriver qu'on ait besoin de faire des évaluations beaucoup plus élaborées du fonctionnement cognitif des personnes. Donc, s'il y a une évaluation neuropsychologique, ça va se retrouver à cette étape-là. Le fonctionnement antérieur de la personne. À chacune des étapes, on doit faire la comparaison avec le fonctionnement antérieur de la personne parce qu'on veut éviter le plus possible de porter préjudice à la personne en interprétant un comportement qu'on observe comme étant un comportement inadéquat, qui peut être des habitudes marginales de longue date. Donc, on doit vraiment les documenter. Quel est le changement dans le temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on se questionne sur les difficultés de la personne? Et le fait que ce soit ou non un comportement de longue date va quand même influencer notre prise de décision. Les antécédents psychosociaux significatifs, les habitudes, est-ce que c'est une personne qui fume, qui prend de l'alcool, qui prend des drogues? Donc, ce sont les différents éléments qui sont documentés à l'étape des causes liées à l'évaluation d'inaptitude. À l'étape de l'évaluation fonctionnelle, on doit documenter, c'est sûr, le fonctionnement de la personne. Mais souvent, ce que je dis lorsque je donne des formations, entre autres aux ergothérapeutes, c'est qu'au-delà d'évaluer le fonctionnement de la personne, il faut aussi faire la comparaison avec comment il fonctionnait avant pour pouvoir bien illustrer le fait qu'il y a eu un changement dans le temps sur sa façon de fonctionner, ou illustrer le fait que c'est un fonctionnement, par exemple, marginal de longue date, mais des atteintes cognitives font que ça devient problématique parce que la personne est moins consciente des risques, par exemple. Donc, au-delà du fonctionnement actuel de la personne, on doit documenter la connaissance de son état de santé. Donc, qu'est-ce que la personne... non, ce n'est pas de son état de santé, c'est de son fonctionnement. Donc, qu'est-ce que la personne est capable de nous décrire de son fonctionnement? Est-ce qu'elle sait comment elle procède pour payer ses comptes, pour aller chercher sa médication? Donc, est-ce qu'elle est capable de nous nommer ça? Sa capacité d'autoprotection aussi. On a tous le droit de vivre avec un certain niveau de risque. Je suis certaine qu'on ne vit pas tous avec des risques zéro.
Et c'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a plus le droit de vivre avec un certain niveau de risque, et c'est pas parce qu'on a des atteintes cognitives qu'on n'a plus le droit de vivre avec un certain niveau de risque. Mais il faut aller documenter qu'est-ce que la personne perçoit de ces difficultés. Est-ce qu'elle est capable de réagir si le risque survient ou s'il arrive une situation dangereuse? Est-ce qu'elle comprend les risques associés avec son fonctionnement, par exemple, ou associés avec ses difficultés? Est-ce qu'elle comprend qu'elle a besoin d'aide? Est-ce qu'elle accepte l'aide? Donc, au-delà d'évaluer le fonctionnement, on doit aussi documenter beaucoup d'autres aspects qui vont avoir une influence sur le risque et le besoin de protection de la personne. Ensuite, l'étape 3, c'est l'étape d'évaluation systémique de la personne et de son environnement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une chose de voir comment la personne fonctionne, de voir son diagnostic, de voir ses difficultés, mais il faut aller voir est-ce que ses habiletés fonctionnelles et son fonctionnement cognitif correspondent avec les exigences de son environnement. Donc, est-ce qu'il y a des exigences environnementales, humaines? Est-ce que c'est une personne qui a quelqu'un à charge, par exemple? Donc, tout ça, ça va venir influencer le niveau de risque de la situation. La condition actuelle, c'est certain que ce sont des éléments qui vont être importants, qui doivent être documentés. Est-ce que c'est un logement insalubre? Est-ce qu'il y a des aliments périmés? Ou est-ce qu'il n'y a plus pas suffisamment d'aliments? Donc, ce sont tous des éléments qui sont très importants à documenter et qui vont être très parlants pour les juristes qui ont besoin d'avoir des faits, au-delà des prédictions des professionnels de la santé sur les difficultés de la personne. Pour eux, les faits sont les éléments qui sont vraiment les plus forts. Les intérêts et les valeurs de la personne et de ses proches. On est en train d'évaluer une personne vulnérable, une personne qui a des atteintes, mais une personne qui a des droits, qui est un citoyen à part entière et qui a le droit de les conserver. Et on doit toujours garder ça en tête lorsqu'on évalue l'inaptitude. Et on doit considérer c'est qui cette personne-là, c'est quoi qu'elle veut, c'est quoi ses valeurs. Et je vous dirais que c'est un des éléments, bon, il arrive à cette étape-là, mais il devrait être présent tout au long de l'évaluation. Et pour être beaucoup en contact avec les juristes à cette étape-ci du projet, je vous dirais que si cette étape-là est omise, pour les juristes, c'est un élément qui va être très important. Et ils vont aller chercher la personne pour documenter est-ce que cette personne-là a été considérée dans tout le processus. C'est vraiment un élément qui est vraiment très important. La spiritualité aussi, les croyances, les dispositions particulières liées aux croyances, qu'est-ce qu'elle a des habitudes différentes de ce que nous, on ferait, mais qui sont reliées à des croyances particulières, par exemple. Donc ça doit être documenté. Et bien sûr, les ressources disponibles, parce qu'il va y avoir une grande influence sur le besoin de protection. Ensuite, l'étape 4, c'est l'étape d'analyse des risques. Donc, on a documenté le profil de la personne. On doit aller faire une étape vraiment spécifique d'analyse des risques parce que c'est ça qui va illustrer le besoin de protection de la personne. Et c'est ça qui va aider le travailleur social à venir illustrer dans le rapport d'évaluation psychosociale le besoin de protection de la personne. Et si on ne fait pas l'étape d'analyse des risques de façon très systématique, on peut être grandement influencé par des choses qui nous confrontent dans nos valeurs. Par exemple, on peut arriver chez quelqu'un, voir que c'est insalubre, puis ça a l'air énorme, mais en fin de compte, si on s'assoit et qu'on se questionne sur le risque associé à l'insalubrité, qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui peut arriver avec un environnement insalubre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des plaies, puis on pense qu'il peut avoir une surinfection? Est-ce que... Donc, c'est quoi le risque associé à ce que ce soit insalubre? Il faut s'asseoir, le discuter, y penser, parce que... en donnant les formations, je fais toujours faire cette étape-là aux gens avec un cas clinique qu'ils apportent et parfois leur vision de la situation et des risques. Non, je pense pas que c'est une question, je pense qu'il y a encore chose. Non, parfois, leur perception des risques varie. Des choses qu'ils n'avaient pas vues ressortent comme étant des risques plus importants et d'autres choses qui leur paraissaient importantes peuvent apparaître moins importantes. La dernière étape, qui est l'étape, c'est vraiment un ajout qui était important, qui a été beaucoup rapporté comme étant nécessaire pour les équipes. C'est que ce qui me rapportait, c'est que l'étape de la prise de décision est difficile. On se retrouve souvent confrontés aussi avec nos valeurs personnelles qui vont grandement influencer notre prise de décision. Et ça peut placer les équipes dans une situation de dilemme auquel ils n'arrivent pas à répondre. Donc, on a ajouté à l'outil une étape de prise de décision éthique qui propose une démarche plus systématique d'analyse de la situation pour arriver à en trouver la meilleure décision possible. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse
lorsqu'on parle d'évaluation d'inaptitude, puis l'outil ne permet pas d'avoir une cote qui va nous dire s'il y a moins de 23, il est inapte. Ça ne marche pas comme ça repose sur le jugement clinique et ça doit reposer sur une discussion entre les membres de l'équipe qui essaient de trouver la meilleure décision possible. Donc, l'étape de la réflexion éthique vient documenter, on doit tenir compte de la volonté de la personne, de son degré de conscience de ses difficultés et de son acceptation de l'aide, des interventions qui sont possibles pour avoir une influence sur le besoin de protection, les risques et les conséquences qui sont associés, parce que souvent, ce n'est pas tant les risques, mais la gravité des conséquences qui vont justifier un besoin de protection, qui demeurent. Donc, est-ce qu'ils sont suffisamment grands pour qu'on ait besoin d'ouvrir un régime de protection? Les valeurs significatives qui sont en conflit sont surtout dans une situation de dilemme où on n'arrive pas à trouver la bonne décision. Souvent, c'est qu'on est dans un conflit de valeurs, c'est juste que c'est pas nommé, entre souvent le besoin de protection et la volonté de respecter l'autonomie et l'autodétermination de la personne. Pour arriver à trouver la recommandation qui est la plus acceptable, parce que comme je vous disais, on ne cherche pas la bonne réponse, mais on cherche la meilleure réponse dans la situation dans laquelle on se trouve. Alors, c'était l'outil en accéléré. Suite à l'élaboration de cet outil-là, j'ai travaillé à la validation. Est-ce que tout est là? Est-ce que tout est clair? Est-ce que ça couvre bien tout ce qu'on doit couvrir? Est-ce que toutes les variables sont situées au bon endroit? Donc, il y avait beaucoup de questions. Donc, j'ai fait des validations en focus group. J'ai aussi fait une enquête Delphi. Et je fais aussi, puis c'est pas écrit là, mais je fais aussi actuellement une enquête téléphonique auprès de juristes. Donc, la première étape de validation, ça a été en focus group. J'avais validé le modèle, donc les 5 étapes du modèle, est-ce que ça correspondait à leur réalité, mais aussi les différentes variables qui étaient sous-jacentes à chacune des étapes. Dans ce focus group-là, il y avait 7 personnes, donc un ergothérapeute, un infirmier, 2 médecins, neuropsychologues, 2, 4, 5, 6, il y en avait un, et 2 travailleurs sociaux. Et ils étaient questionnés sur la clarté des énoncés, la pertinence et l'exhaustivité des variables, l'organisation des variables, la clarté et la pertinence des questions éthiques. Et ce sont les mêmes questions qui ont été adressées à l'enquête Delphi. Donc, suite à ce focus group-là, il y a des réaménagements qui ont été faits, particulièrement dans les variables qui ont été replacées pour certaines. Le modèle est resté tel quel. Ensuite, on a fait une enquête Delphi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un questionnaire web, on a envoyé l'outil, plus un questionnaire web qui interrogeait les participants sur la clarté, la pertinence, l'organisation pour chacune des étapes, donc les causes, l'étape d'évaluation fonctionnelle, etc. Dans cette région administrative du Québec. Donc, on a essayé d'aller voir des contextes différents, donc des lieux plus éloignés, des milieux urbains. Et on s'est assuré aussi que toutes les 5 professions soient encore représentées. Le principe d'une enquête Delphi, c'est qu'on voulait obtenir un consensus des experts sur l'ensemble des variables. Dès le premier tour, on avait un consensus des experts sur les variables, mais on a décidé de quand même faire quelques changements parce qu'il y avait des propositions d'amélioration qui étaient intéressantes et on a fait un deuxième tour. Donc, là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais en fait, c'est que suite au premier tour, on a déplacé certaines variables, on a modifié aussi certains titres du modèle qui apparaissaient moins clairs pour certains participants. Et on a renvoyé le questionnaire avec l'outil modifié à tous les participants. Et on a eu quand même 31 personnes qui ont répondu au deuxième tour, ce qu'on était très contents parce que c'est difficile d'obtenir des réponses des professionnels de la santé, surtout dans un questionnaire web, là, où ça se perd dans la boîte courriel. Donc, on a perdu peu de professionnels là, au deuxième tour. Et en fait, on a obtenu plus de 88 % d'accord pour l'ensemble des variables qui étaient présentes dans l'outil. Donc, de façon générale, les gens trouvaient que c'était un outil. Les items étaient clairs, les items étaient pertinents, chacune des sections était complète, faisait le tour, chacun des items qui étaient là était au bon endroit. Donc, ça venait confirmer là, que l'outil était pertinent et applicable pour les professionnels de la santé aussi, parce que ce sont des questions qui étaient adressées. Donc, ce
qui ressortait, c'était que le fait que ce soit un outil interdisciplinaire, c'était un atout important rapporté par les professionnels, que c'était intéressant pour guider l'évaluation clinique, que ça facilitait l'analyse des risques et des alternatives possibles. Et ils trouvaient très intéressant là, la portion d'analyse éthique. Il y avait une question spécifique à cette section-là, à savoir est-ce que c'était applicable, parce que je me posais cette question-là, pensez-vous que ce serait applicable dans vos équipes? Et oui, ils considéraient que c'était applicable dans le sens où l'idée de cette portion-là, c'est pas d'allonger des échanges avec des grandes discussions interminables, mais plutôt d'avoir une analyse systémique pour trouver plus rapidement ensemble la meilleure solution possible. Ensuite, il y a d'autres étapes qui sont présentement en cours. Donc, j'avais été toujours voir les professionnels de la santé. Je considérais que c'était important d'aller voir d'autres groupes, donc c'est-à-dire les personnes âgées, des personnes, des proches aidants. Et je suis aussi allée voir des organismes, des membres d'organismes de protection des droits des personnes âgées. Donc, j'ai fait 5 focus group, 3 à Montréal, 3 à Québec, 3 à Montréal, 2 à Québec. J'ai seulement réussi à faire un focus group de proches aidants. C'est très difficile d'avoir des proches aidants pour des focus group parce qu'ils sont déjà beaucoup sollicités d'abord pour différents projets de recherche, parce qu'on parle beaucoup aux proches aidants, mais ils sont aussi beaucoup sollicités par le fait qu'ils sont proches aidants. Donc, j'ai pas réussi à en faire un à Montréal, mais j'en ai fait 5 en tout. Et je leur ai présenté l'outil, je leur ai demandé leur avis sur cet outil-là. Est-ce que selon eux, c'était pertinent? Est-ce que selon eux, il y avait des choses qu'on avait oubliées, qu'on devrait documenter? Parce qu'on sait que lorsqu'on évalue une aptitude, la personne est au cœur de la réflexion. Les proches aidants aussi doivent être impliqués. Donc, ils nous ont amené des éléments, d'autres éléments intéressants qu'on avait oubliés. Ensuite, je suis en train aussi de terminer la portion auprès des juristes parce qu'en bout de ligne, l'information qui est colligée dans cet outil-là permet de documenter le rapport d'évaluation psychosociale qui se destine aux juristes. Donc, je voulais voir si, à leur avis, à eux, on faisait le tour vraiment bien là, de l'évaluation de l'inaptitude, de tout ce qui doit être documenté pour qu'eux arrivent à mieux prendre la décision. Il tourne seul, hein, je touche à rien. Donc, c'est une étape qui est en cours. J'ai consulté des notaires, des avocats, des membres de la curatelle publique, des membres du barreau du Québec et une juge. J'ai réussi à avoir une juge. Donc, c'est une étape qui est en cours. Donc, les analyses ne sont pas faites du tout. Là, je ne peux pas vous rapporter, mais je dois dire que c'est une étape qui est vraiment très intéressante et instructive pour moi. Et j'en arrive à l'étape de transfert des connaissances. Donc, en fait, c'est sûr que le modèle PA, c'est un modèle que je diffuse depuis quelques années. C'est le modèle que j'utilise dans les formations que je donne. C'est un modèle qui a été publié. Mais l'outil comme tel, dans sa version, c'est un outil qui existe dans une version informatisée actuellement. Donc, chacune des variables de l'outil sont incluses dans un outil informatique. Donc, cet outil-là n'a pas été utilisé, n'a pas été testé. Donc, l'étape qui s'en vient, c'est un projet pilote pour aller dans des équipes interdisciplinaires, pour aller voir deux choses. Pour aller voir comment l'outil s'inscrit dans leur pratique clinique, comment on peut l'utiliser, quel est le meilleur format pour eux, est-ce que ce serait un format informatisé ou un format papier, parce que le format informatisé, ce n'est pas nécessairement si simple que ça non plus, et quels seraient les meilleurs outils de transfert des connaissances pour qu'ils puissent l'utiliser de façon efficace. Et l'autre élément que je veux documenter, c'est l'impact de la portion de la prise de décision éthique sur les prises de décision interdisciplinaires. Donc, avec un outil d'évaluation de la qualité des échanges en équipe interdisciplinaire, je veux aller voir quel est l'impact de l'utilisation de cette étape-là sur la qualité des échanges en équipe interdisciplinaire pour des cas d'évaluation d'inaptitude qui sont complexes. Donc, en conclusion, c'est une évaluation complexe. Et je pense que pour la plupart des cliniciens qui sont ici, en tout cas, je ne pense pas que je me trompe quand je dis ça, qui est lourde de conséquences sur la personne. Ce n'est pas un phénomène de tout ou rien non plus. Et bien, comme je vous ai dit, on doit essayer d'avoir la mesure de protection la moins restrictive possible. Donc, mieux on évalue, mieux on documente les capacités résiduelles de la personne, plus ça va être facile pour les juristes
qui ne sont pas professionnels de la santé, qui n'ont pas les connaissances qu'on a sur l'impact des atteintes cognitives sur le risque, sur le fonctionnement de la personne. Donc, mieux on documente ça, plus c'est facile pour eux d'avoir une mesure de protection adéquate. C'est indispensable de faire une analyse de la situation globale de la personne, des risques, des conséquences, et de considérer vraiment l'ouverture d'un régime de protection comme un ultime recours, mais pour lequel on a tout fait avant. Et jusqu'à maintenant, les études effectuées mettent en lumière la pertinence et l'exhaustivité de l'outil pour soutenir cette évaluation-là dans les cas de situations complexes. C'est sûr qu'il y a des situations qui sont très simples, qui ne nécessitent pas toutes ces évaluations-là, mais pour la plupart des évaluations complexes, c'est un outil qui s'avère pertinent jusqu'à maintenant par les professionnels de la santé.